Alors, Valérie vous a présenté Stéphane, qui est à ma gauche. Donc, je vais compléter un petit peu. Directeur de l'école Suzette Agulon de Florac Trois-Rivières, sous-préfecture de la Lozère. Tout à l'heure, il m'a dit la plus petite sous-préfecture de France, mais dans laquelle il se passe des choses. Et en particulier, un exemple des choses très positives dont a parlé Valérie dans son propos d'introduction. Et puis, je vais quand même présenter Eddy Caldi, même si je pense que la grande majorité des gens de cette assemblée le connaissent. Président de l'association des délégués départementaux de l'éducation nationale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des DDEN, parce que tout le monde ne sait pas, sont des bénévoles qui veillent aux bonnes conditions de vie des enfants à l'école et autour de l'école. Les DDEN sont membres de droit des conseils d'école, et j'ai lu sur le site, je vais citer, qu'être DDEN est un acte citoyen, c'est s'engager en investissant une partie de son temps au service de la promotion de l'école publique, de l'intérêt des enfants et de la défense des principes républicains d'émancipation que sont la citoyenneté, la laïcité et la liberté de conscience. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé en t'invitant, Eddy. Alors je vais commencer par Stéphane, pour que tu nous parles des projets que tu mènes avec ton école et avec tes élèves, de ce qui les a incités et de ce que tu as visé à travers ces projets. Si, fonctionne ? Je pense que ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Merci Véronique. Oui, effectivement, alors moi je dois beaucoup à l'école républicaine et laïque. Et je crois que l'engagement qui m'anime avec mes collègues sur l'école, c'est aussi pour essayer de remercier à sa juste valeur ce que l'école républicaine et laïque m'a apporté. Je suis originaire d'un territoire rural où la misère était assez prégnante. Et c'est vrai qu'effectivement, cette école républicaine et laïque m'a porté et je l'en remercie. Alors j'essaie de lui rendre un petit peu ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté beaucoup. À l'école de Florac, on a déjà une école qui s'appelle Suzette Agulon, résistante à la sous-préfecture de Florac. Ça pose le cadre et effectivement, ça a été un des premiers projets quand on a donné nos deux noms à l'école maternelle et élémentaire, Simone Serrière et Suzette Agulon. Simone Serrière, qui était une juste par élimination, institutrice, qui avait caché des personnes de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale, et Suzette Agulon, qui était une agente de la sous-préfecture de Florac, et qui avait aidé un certain nombre de résistants. Et donc on avait dans cet esprit de pédagogie de projet, que j'appelle, avec une démarche partenariale, on a essayé, en tout cas, de permettre aux élèves d'être acteurs de leur apprentissage. Effectivement, souvent, ce qu'on constatait, c'est qu'on conviait un certain nombre d'élèves sur des cérémonies sans forcément qu'il y ait de sens à cela. On participait pour juste le plaisir de participer. Et donc, on s'est dit que finalement, si on voulait aller plus loin et qu'il y ait vraiment, en tout cas, si on voulait préparer correctement l'avenir et donner une autre dimension aux apprentissages, il fallait donner tout le sens à tout ce que l'on faisait sur l'école. Et donc, ça a démarré par l'appellation de nos deux écoles. Ensuite, nous avons aussi travaillé sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec des articles que bien souvent les élèves ne comprenaient pas. On leur disait, est-ce que vous avez appris tel article, donc notamment l'article 1er, on dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais même tout ça, c'était quand même très abstrait pour eux. Et donc, on a essayé de décortiquer tous ces articles, de les rendre visibles et de les partager aussi avec les familles et avec toute la communauté éducative. Et donc, nous avons fait une fresque où nous avons finalement simplifié tous ces articles-là. Et nous avons représenté les 5 continents européens et on s'est aussi appuyé sur des arts visuels et des arts plastiques avec une méthode à Kess Haring avec des bonhommes stylisés et qui étaient dotés de parapluies pour la protection, qui était vraiment le symbole de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on a mis ça dans le préau de notre école. Donc les élèves y baignent dedans. Et donc, comme à l'école maternelle où on parle de bain de langage, nous on a parlé de bain civique au niveau de l'école. Et puis ensuite, on a aussi proposé d'autres projets, le travail de mémoire lors du centenaire de la Grande Guerre, voilà, où on a explicité pourquoi sur un monument il est inscrit des noms et des prénoms, qui sont ces personnes-là,
Et là, tous les greniers se sont ouverts du bassin de vie de Florac. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on associait à la fois les élèves et les familles et qu'il y avait un réel plaisir, eh bien, on a ouvert les greniers, on a eu des sources historiques plus belles les unes que les autres. On a pu monter un projet qui a été même labellisé Mission du centenaire 14-18. Et donc, quand on a vécu tout cela, on a voulu continuer. On s'est pris un petit peu au jeu. Et donc, on a travaillé sur la charte de la laïcité. Alors, cette charte de laïcité, en fait, pareil, on l'a distribuée en début d'année aux parents d'élèves. Et nous-mêmes, enseignants, on avait du mal à comprendre tous les articles. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas transmettre ça à des familles et qu'ils puissent se saisir de la charte de la laïcité si à un moment donné, on n'arrive pas à la simplifier. Donc, on est parti des élèves. Et les élèves nous ont dit, mais pourquoi? Parce qu'en plus, on avait un certain nombre de communautés aussi sur Flora qui ne saisissaient pas, c'était déjà très complexe à comprendre, mais qui ne saisissaient pas forcément la laïcité. Et on avait aussi des élèves allophones. Et donc, on a travaillé par la personnification de personnages avec des outils scolaires, des crayons. Voilà. Et donc, on a finalement simplifié les 15 articles de la charte de la laïcité. Et on a essayé également de travailler aussi par l'image. Parce qu'on s'est dit, même si certains ne savent pas forcément lire, ils arriveront à comprendre par de la BD, le 9e art, ils arriveront à comprendre par l'intermédiaire de la BD un certain nombre de valeurs qui sont sur cette charte de laïcité. Et ça a fonctionné. Et ces panneaux-là sont également dans le préau de notre école. Et donc, les familles, chaque fois qu'il y a de nouvelles familles qui rentrent, ils sont toujours un petit peu même étonnés, subjugués par finalement ces panneaux et nous posent des tas de questions. Et donc, ça permet de créer aussi ce qui est très important dans le sens qu'on veut y mettre, du lien. Je crois que le lien, c'est aussi un mot, c'est l'ADN aussi de l'école. Lien avec les familles, lien entre les élèves. Voilà, et je dirais lien avec les familles, lien avec les élèves, lien aussi parce qu'on est un territoire rural finalement, on se connaît bien. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques. C'est un lien aussi avec les institutions et un lien aussi avec les associations. Ce qu'on appelle finalement la démarche partenariale, c'est-à-dire on œuvre tous pour finalement un même projet. Et c'est plus facile quand on est à plusieurs que quand on est seul. Donc ça, effectivement, ça a été aussi une belle expérience. Ensuite, on a aussi travaillé sur un projet qui s'appelait Résistance, où on a voulu montrer finalement que sur notre département, là il y avait une démarche aussi départementale plus que de bassin de vie de Florac, on a repris l'affiche rouge, on en a fait une affiche verte, l'espoir, voilà, et on a mis tous les résistants qui avaient œuvré sur le département de la Lozère. On a voulu leur rendre hommage et on en a fait un spectacle. Un spectacle où on a évoqué toutes les formes de résistance. Tout ça avec des valeurs républicaines et laïques qui étaient sous-jacentes. Donc là aussi, on a décortiqué tout ce qui s'était passé dans le secteur. On a fait un zoom sur Florac et on l'a ensuite écarté sur le département. Et donc, on a fait un spectacle où les élèves ont fait de la pratique théâtrale. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est que lors de ce spectacle Résistance, ça gommait les inégalités, ça gommait les difficultés scolaires. Et donc, il y avait vraiment, tout le monde s'était vraiment saisi de cette période historique. Et puis ensuite, le spectacle de cette année. Le spectacle de cette année, où là, c'est toujours la même chose. Il y a des élèves qui nous ont dit, c'est compliqué de mettre tous les événements les uns après les autres. On ne sait pas ils sont avant, après. Il y avait ce problème de frise chronologique et de pouvoir déterminer finalement les événements les uns après les autres. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une centaine d'événements qui couvrent la période de 1792, date de la Première République, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la 5e. Et donc, on a proposé une centaine d'événements et on leur a dit, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de monter un spectacle. Et on va essayer de travailler sur cette frise chronologique, sur cette notion de temps, avec l'ensemble des élèves. Donc, il y avait 31 élèves. Et on a regroupé 2 classes de CM2. Et on a intitulé ce spectacle « République ou la fabuleuse histoire de la chose publique ». Et on a vraiment alors décortiqué le mot « République ». On a décortiqué tous les événements qui se sont passés, de la liberté de conscience qui avait pris naissance au pont de Montvert, à côté de Florac, dans les Cévennes avec la guerre des Camisards,
jusqu'à aujourd'hui, en passant par Olympe de Gouges, en passant par Victor Hugo, et des écrits qui n'étaient pas faciles, qui étaient très complexes en tout cas à expliquer aux élèves. Et on a décortiqué tout ça, et puis ils ont joué Olympe de Gouges, ils ont joué Louise Michel, ils ont joué Victor Hugo, ils ont joué Robert Badinter, tout à l'heure on l'évoquait. Voilà, on a vraiment balayé tout ce qui avait finalement permis de créer les éléments essentiels de l'histoire de notre République. Parce qu'on a toujours aussi considéré, dans notre école en tout cas, que connaître son passé, son histoire, c'était en tout cas appréhender un peu mieux l'avenir. Voilà. Et c'était aussi l'idée dans cette démarche, dans cette pédagogie de projet, de fournir à chaque élève une petite caisse à outils, une boîte à outils qu'ils n'utiliseront peut-être pas forcément à 12, 13, 14 ans, mais qu'un jour ils prendront, ils les récupéreront pour s'en servir dans la construction de leur personnalité, de leur attitude. Voilà. Ça veut dire que l'enseignement moral et civique, tel que tu l'as conduit à Florac, a pris une toute autre dimension que simplement le discours descendant du maître à ses élèves. C'est ça, c'est ça. On a voulu déjà, il y avait aussi une notion qui était fondamentale pour nous, c'est-à-dire que si on veut apprendre vite et bien, il faut qu'il y ait cette notion de plaisir. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de s'exprimer, en respectant tout un chacun, c'est bien dit, mais en tout cas, il y avait ce plaisir de jouer, de partager. Et ça, c'est important parce que quand on travaille sur la notion de république, de laïcité, avec des élèves, inévitablement, il y a le triptyque, moi j'appelle le triptyque élève, famille, enseignant. Les familles font confiance et les familles viennent sur l'école. Là, sur ce spectacle-là, on a dépassé les 1000 personnes. Et donc, les élèves, ils peuvent être, quand on travaille sur la Première ou Seconde Guerre mondiale, passeurs de mémoire, et ils peuvent être aussi, sur la République, des passeurs de valeurs, de belles valeurs, de valeurs laïques, comme on aime bien les voir dans les établissements scolaires. Et donc, effectivement, on est en réussite, donc on ne vit pas du tout la même scolarité. On est moins abîmé quand même quand on comprend les choses. Et chacun à son niveau, aussi en diversifiant les supports. Parce que ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'il y a des élèves, sur ce spectacle, par exemple, République, il y a des élèves qui ont travaillé que sur les décors. Mais ils étaient valorisés parce qu'en fait, c'était des manuels et ils savaient réellement ce qu'il fallait faire pour mettre en valeur notre spectacle. Donc, on a fait, on a fait des cubes avec les agents des services techniques, par exemple. Des élèves ont travaillé avec des agents des services techniques, pas plus de ça. Et donc, on a pris vraiment conscience aussi de leur potentiel. Et je pense que ça, c'est important aussi, d'avoir cette ambition-là, de se dire, eh ben, je suis en capacité de faire les choses. Donner une place à chacun. Donner une place à chacun. Voilà, c'est bien résumé. Et donc, voilà, ça fait de belles choses. Et on vit finalement une scolarité sur le département de la Lozère et sur cet endroit, cet espace rural, hyper rural, des choses fantastiques. Merci Stéphane. Je veux revenir sur ce livre parce que je sais qu'Eddy le connaît bien. Tu nous parles du concours ? Oui, exactement. Et donc, ce soir, ça me permet de rencontrer Stéphane, que je n'avais pas vu, mais il y a 5 ans, eh bien, le DDEN du département de Lozère nous avait proposé un certain nombre d'actions. Et dans ces actions, eh bien, il y avait celle de l'école de Florac, et donc sur la réécriture par des jeunes de la charte de la laïcité. Et donc, notre fédération, qui existe depuis 1906, mais notre action, en fin de compte, existe depuis 1833. On est des délégués cantonaux. Et puis, disons que cette action, et en tout cas tout à l'heure, tu nous as cité un peu, disons, nos objectifs, et celui de la citoyenneté, de la laïcité est fondamental. Et on a eu de grands militants dans notre organisation, comme il y a une 50aine d'années, Madeleine Zé, épouse de Jean Zé, qui a été vice-présidente de notre fédération nationale et qui a mis sur place un premier concours qui s'appelle le concours national des écoles fleuries,
qui est devenue depuis des écoles fleuries et du développement durable. Et dans le cadre de ce concours qu'on a mis en place sur la citoyenneté il y a 5 ans, depuis ce concours qui s'appelait Se construire citoyen. Il s'appelle aujourd'hui Samuel Paty Se construire citoyen, avec l'accord d'ailleurs de ses parents, avec lesquels j'ai pu inaugurer une école à Buxières-les-Mines, dans l'Allier, là où ses 2 parents enseignaient comme instituteurs. Et donc, la grand-mère aussi avait accueilli Samuel Paty comme ATSEM dans cette école. Voilà. En tout cas, par rapport à cette action, il est bien évident qu'on n'intervient pas, nous, dans le domaine pédagogique, mais on essaie d'initier un certain nombre, disons, d'opérations comme celle qui est menée à Florac, et il y en a un grand nombre aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir un peu sur, nous, le constat que l'on fait à l'intérieur de l'école, parce que, donc, on est membre de droit du conseil d'école, et puis de plus en plus, disons, voilà, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus une individualisation du rapport à l'école aujourd'hui. Et c'est une évolution, je reviendrai tout à l'heure un petit peu, pourquoi cette évolution ? Parce que, eh bien, autour de la table du conseil d'école, les parents se présentent comme étant le père ou la mère du petit une telle, de la petite une telle. Bien, c'est quelque chose d'assez particulier parce que je crois qu'il y a maintenant une quarantaine d'années, quand, disons, certains ont fait prévaloir l'idée de libre choix, de liberté d'enseignement, on a installé les familles dans une posture de consommateur au regard de l'école. Je crois que c'est un tournant relativement important parce que, bien, à ce moment-là, on a confondu un peu ce projet collectif de l'institution avec ces projets individuels. Et l'école est devenue de plus en plus un service marchand. Et je constate d'ailleurs que ça aurait pu être pire parce que, eh bien, il y a quelques années, en 1993 en particulier, notre Premier ministre actuel, qui était ministre de l'Éducation, avait souhaité aller encore plus loin, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il souhaitait, y compris, donc, la puissance publique puisse construire des établissements d'enseignement privé. Et donc, on a une évolution, effectivement, du rapport à l'éducation depuis plusieurs années. Une évolution du rapport à l'éducation qui rompt avec ce que les bâtisseurs ont souhaité. Ces bâtisseurs, en fin de compte, il y a un lien consubstantiel historique entre l'école et la République. Je crois que c'est important, disons ceci. Et dès le départ, en gros, ces bâtisseurs souhaitaient que non seulement on puisse former quelqu'un qui puisse s'intégrer dans la vie économique et sociale, donc comme travailleur, et puis d'autres disaient l'éducation aussi, l'instruction doit permettre aussi de se construire citoyen. Je crois que ça, c'est, disons, essentiel dans cette fonction un peu de l'école, mais qui tente à disparaître parce que, en fin de compte, eh bien, on confond aujourd'hui justement ce projet collectif, cette institution qui est l'école, avec, disons, un service. Et de plus en plus, donc, on met en concurrence un peu les établissements, on met en concurrence, y compris les enseignants, et on rompt avec cette volonté, justement, de faire nation. L'école a été construite, justement, pour, rassembler. Et dans une société aujourd'hui très divisée, cette idée de rassembler un peu les citoyens, c'est quelque chose d'essentiel. Et je disais tout à l'heure que notre création en tant que délégués cantonaux à l'époque, eh bien, en 1833, il y a un débat dans la société entre ceux qui disent l'école doit être organisée selon un principe dit commercial. Parce que pour eux, l'école,
c'est un rouage de l'économie, c'est pour former un travailleur pour les besoins immédiats et de proximité de l'entreprise. Et puis pour d'autres, en fin de compte, eh bien, non, ils disent l'école doit être, disons, organisée selon un principe dit patriotique. Parce que cette école, c'est un projet de société. Et donc, cette école, en fin de compte, va devenir après une institution avec toutes les caractéristiques des lois Ferry-Goblet, hein, une école qui est obligatoire, qui sera, disons, puisqu'obligatoire, qui sera laïque, puisqu'obligatoire, qui sera gratuite aussi. Et même avant ça, Jules Ferry, dans un discours que l'on retrouve très facilement sur Internet, défend l'idée de, d'égalité en éducation. Parce que, en fin de compte, l'égalité en éducation, c'est le fondement même de la démocratie. Et donc, pour former un futur citoyen, eh bien, l'école, c'est l'axe essentiel. Mais je crois que justement, ce qui s'est passé en 1984, où on confond, en fin de compte, enseignement public et enseignement privé, eh bien, on installe les familles dans une posture de consommateur au regard de l'école. Il n'est pas étonnant à ce moment-là qu'à la fin des années 80, apparaît l'affaire de Creil, où l'usager fait prévaloir ses droits par rapport à l'école. Auparavant, quand on est dans une institution, les règles écrites, non écrites, tout le monde, disons, les accepte. Aujourd'hui, même les lois, les règles écrites, eh bien, certains les récusent. Et donc, on a cette évolution de la société qui va vers l'individualisme. Et l'école, en fin de compte, c'est l'axe essentiel. Et donc, pour pouvoir justement, eh bien, reconstituer une société et donc telle qu'elle est aujourd'hui. Bien évidemment, je crois que nous, DDEN, on ne refuse pas l'idée même de liberté d'enseignement. Pour autant, donc, cette liberté d'enseignement, elle ne peut être financée comme l'est le service public d'éducation. On ne peut pas aujourd'hui aligner donc le fonctionnement du service public d'éducation sur une entreprise d'éducation. Je crois que ça aussi, c'est une dérive. Et donc, je ne sais pas si je le disais tout à l'heure, mais on va avoir en 2024 notre 5e ministre de l'Éducation en une année. Donc, je crois qu'il est important aussi de remarquer qu'il y a peu de considération pour, disons, cette institution qui est essentielle, en fin de compte, pour la formation du futur citoyen. Je crois qu'on a là quelque chose, disons, qu'il faut renforcer, qu'il faut aider, et que justement, il faut éviter cet éclatement et il faut éviter de mettre en concurrence les établissements et il faut éviter de mettre en concurrence un service public et un service privé parce que tout ceci va très loin. On a fait une première concession en 84, en gros, où on a, disons, voulu aligner le public sur le privé. Et on va plus loin en 1993, quand le ministre de l'époque, eh bien, Jack Lang, prévoit, en fin de compte, un accord et ne passe plus par la loi. Parce qu'en fin de compte, eh bien, la loi, depuis l'origine, interdit le financement des établissements privés, sauf législation express, comme le furent la loi Debré, par exemple. Et donc, il faut à chaque fois, disons, passer par la loi. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, le ministre de l'époque ne passe pas par la loi, il passe par un accord. Accord qu'il passe avec, disons, le secrétaire général de l'enseignement catholique, avec une église. C'est une entorse fondamentale à la laïcité à ce moment-là. Je crois que ça, il faut le dire et le répéter, parce que la loi même ne reconnaît pas, en fin de compte, des contrats entre l'État et des établissements explicitement confessionnels et encore moins avec une église. La loi Debré est très explicite, elle ne reconnaît que des établissements. Eh bien là, on crée une entorse fondamentale et on confie en 1993 20% du système éducatif à l'Église catholique. Tout ça, en fin de compte, c'est ce qui existait dans une loi de Pétain en 1941, où l'enseignement privé était confié à l'Église catholique. Et donc, là, on a une dérive fondamentale. Et puis, on a failli aller plus loin, je citais tout à l'heure,
eh bien, notre actuel Premier ministre, qui était ministre de l'Éducation nationale, il avait donc, à cette époque-là, envisagé d'aggraver la loi Fallou et de pouvoir financer des investissements pour les établissements d'enseignement privé. Alors que la loi dit très explicitement, y compris cette loi Fallou, et puis la loi Goblet, qui sont fondatrices de l'enseignement du premier et du second degré, qu'ils disent qu'il y a des écoles qui sont fondées et entretenues par la puissance publique, qui prennent le nom d'écoles publiques, et il y a des écoles qui sont fondées et entretenues par des particuliers ou des associations qui prennent le nom d'écoles privées. C'est pour ça que le juge administratif, de façon constante, dit, en fin de compte, il y a une interdiction formelle de financer l'enseignement privé, sauf dérogation législative expresse que furent, par exemple, la loi Debré du 31 décembre 1959 ou la loi Carle de 2010. Donc, je crois que là aussi, eh bien, progressivement, on a un rapport à l'école qui a évolué. On a, en fin de compte, eh bien, disons, des textes législatifs qui ont été intégrés dans le Code de l'éducation, qui sont très clairs, qui mettent en place, justement, cette institution où il y a ce lien consubstantiel entre l'école et la République. Mais dans la pratique, en fin de compte, eh bien, dans la pratique, les différents ministres qui se succèdent aujourd'hui ont disons, des approches qui sont tout à fait différentes et qui mettent à mal le service d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on a transformé, en fin de compte, cette institution en système concurrent et dans une logique très libérale. Je crois que là, on a un axe important en matière d'éducation, qu'on a besoin de reconstituer justement parce que, eh bien, comme disait peut-être Mandela, et je crois que c'est vrai, on peut le constater, l'éducation est l'arme la plus efficace, effectivement, pour aider à reconstruire une nation. Voilà, merci. Merci, Eddy. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec la phrase qui est au milieu de la charte de la laïcité, que j'aime beaucoup. La nation confie à l'école le soin de former les citoyens de la République. Et ce n'est pas anodin du tout. Stéphane, les projets que tu as portés, tu as parlé un petit peu de l'adhésion des familles tout à l'heure. Moi, j'aimerais que tu développes l'adhésion des familles, des partenaires autour, pour que tu nous dises en quoi ce projet, ces projets que tu as pu mener contribuent justement à cette vision de la République. C'est sûr que dans tous les projets que nous avons menés, il y a eu cette dimension importante de cette démarche partenariale. On a toujours, alors je pense aussi que c'est lié à notre territoire, et ce pour plusieurs raisons. Déjà le poids historique, mais également un territoire hyper rural, parce qu'on est en dessous quand même des 14 habitants au kilomètre carré. Hein, ça plante le décor, et on a beaucoup d'élèves qui viennent de hameaux perdus au fin fond de la montagne, qui viennent sur l'école de Florac. Et je crois que dans ces espaces-là, le lien est fort. Même si on ne se voit pas, le lien est assez fort. Et ça, on l'a entretenu au fur et à mesure du temps. Et chaque fois j'ai dû monter des projets, j'ai toujours eu une attention particulière de la part des collectivités locales, territoriales, faciliter. Parce que comme on n'est pas nombreux, on peut très bien aller quand même voir assez facilement le préfet, le sous-préfet ou la sous-préfète, le maire ou la maire. Et donc tout ça, ça facilite parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour mettre des projets comme cela en place, il faut aussi un certain nombre de moyens. Et donc les collectivités, en tout cas rurales, que nous sollicitons, sont toujours là pour nous apporter leur concours. Et ça vient aussi du fait du lien des familles, parce que les familles se mettent aussi à notre disposition. On ouvre l'école. C'est un espace, en tout cas, qui permet les échanges. On se connaît tous. Ça aide aussi. Et on peut se dire les choses. Peut-être pas toujours si facilement que l'on souhaiterait, mais quand même, on arrive à se dire les choses. Et ça, je pense aussi que dans la communication, dans l'expression même, ça facilite grandement tous les projets que nous mettons en place. Moi, je l'ai vu chaque fois que nous avons monté des projets mémoriels ou civiques, toujours les familles ont contribué d'une manière ou d'une autre à apporter leur concours.
Alors, tu nous as décrit tout le positif des projets que tu as menés. Oui. Est-ce qu'il y a des côtés moins joyeux? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que tu as des regrets par rapport à des choses que tu as montées? Alors, je dirais, moi, je me suis souvent et même très souvent nourri des autres. Je regardais un petit peu ce qui se passait et ce qui fonctionnait. Et c'est vrai que je trouve que si j'avais un bémol à mettre à tout cela, c'est dans la communication de tous ces fabuleux projets. Il n'y a pas finalement une application ou un espace dédié pour témoigner de tout ce qui se fait sur le territoire national. Il se fait de belles choses, mais elles ne sont pas forcément toujours, en tout cas, diffusées à sa juste valeur. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas toujours évident de travailler sur ces thèmes-là. Moi, je vois même des collègues enseignants, hein, ils sont venus travailler aussi à mes côtés, mais il a fallu que je leur, en tout cas, j'explicite énormément ma pédagogie, que je puisse leur montrer que finalement, tout ce qui était, en tout cas, autour des apprentissages pouvait fonctionner et était bénéfique aussi pour les élèves, et donc ils m'ont rejoint. Mais en tout cas, on n'a pas une plateforme au niveau de l'éducation nationale. Alors, j'ai été appuyé par un certain... Ça vous propose souvent d'ailleurs sur des personnes. J'ai eu des inspecteurs d'académie qui m'ont vraiment poussé et vraiment aidé dans cette démarche de pédagogie de projet, et des inspecteurs et des inspectrices aussi. Mais en tout cas, j'ai parfois aussi quand l'institution répond pas, c'est plus compliqué. Et donc là, effectivement, on essaie soit de passer par l'évitement. Voilà, et on essaie quand bien même d'avoir des difficultés, rencontrer des difficultés. On essaie en tout cas de faire avec ce qu'on a, avec les moyens qui sont à notre disposition sur l'établissement scolaire. Et puis sinon, on essaie en tout cas de résister. Et on essaie de résister à plusieurs. Et donc ça peut fonctionner. En tout cas, de convaincre. Quand je dirais résister, ça veut dire aussi convaincre du bien fondé du projet. Voilà. Eddy, est-ce que tu ressens les mêmes freins au niveau de l'institution de façon plus générale? Bien, tout à l'heure, je critiquais effectivement la succession de ministres, mais je crois qu'on a un système quand même qui est administré, et je crois qu'il y a des cadres que l'on rencontre, nous, hein, que ce soit des recteurs, des DAZEN, ex-inspecteurs d'académie, des IEN en particulier, voilà, qui sont auprès de l'école, qui sont vraiment militants. Et là, face à cette absence, et nous, on a peu de contact actuellement avec le ministère, parce qu'il y a une succession, voilà, hein, mais on a de nombreux contacts avec, disons, une institution, parce que moi, j'ose parler d'institution, même si certains tirent plutôt vers le service et vers la concurrence, vers une logique un peu libérale. Eh bien, cette institution, elle est encadrée par, disons, des responsables qui tiennent le système. Et je crois que, heureusement, et puis à la base, bien sûr, les enseignants. Et donc, ce que l'on peut constater, en tout cas, et moi, je vous invite aussi voilà, à venir nous rejoindre en tant que DDEN. On a un recrutement quadriennal, et c'est très important pour nous d'être, disons, à proximité de l'école. C'est le regard un peu de la société civile dans l'école. Je crois que cette école, elle fonctionne mieux qu'on ne le pense en réalité, parce que, bon, disons que ce qu'on leur relate, c'est comme, bon, pour les trains qui arrivent en retard. On entend plus parler des trains qui arrivent en retard. Là, on relate, en fin de compte, quelques faits divers, des moments. Et donc, certains instrumentalisent ces faits divers dans une logique, en fin de compte, dans une dichotomie entre le bien et le mal. Il y aurait l'école du bien et l'école du mal, et ça existe depuis longtemps. J'ai un petit fascicule que j'ai habituellement dans mon sac, je ne l'ai pas aujourd'hui, qui s'intitule « Où mène l'école sans Dieu ». Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des attaques qui sont moins virulentes de la part, disons, du réseau de l'Église catholique, parce que c'est elle qui détient, en fin de compte, la majeure partie, 96% du système éducatif. Et ça, c'est le fait que, en fin de compte, eh bien, on a dérivé, on n'est pas passé par la loi, on passe par un accord, comme l'accord donc récent sur, disons, la mixité sociale passée entre le ministre Pap Ndiaye et puis donc le secrétaire général de l'enseignement catholique. Et
on voit bien que là, en fin de compte, eh bien, on essaie de se dégager de la loi. La loi, pourtant, disons, oblige, quand il y a une disposition qui permet d'augmenter les moyens accordés à l'enseignement privé, de passer obligatoirement par la loi. Parce que je disais tout à l'heure, il y a une interdiction de financer le privé, sauf, en fin de compte, dispositions législatives qui permettent de déroger à cette interdiction. Et donc, on voit bien que, eh bien, dans la pratique aujourd'hui, il y a des actions, et je crois qu'on a des textes qui sont très clairs, en fin de compte. On a une vraie école, disons, institutionnelle, avec, disons, des textes fondamentaux. On citait tout à l'heure, tu citais, Valérie, donc, la loi du 15 mars 2004. Mais je crois que ces textes sont aujourd'hui importants parce que, eh bien, disons que dans l'institution, le seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. Je crois que, et là, on ne peut pas faire comme certains ministres de l'Éducation nationale. On passe par des protocoles, passer avec une structure ecclésiale, et donc pour organiser l'enseignement public aujourd'hui. Je crois que là, on a une dérive institutionnelle fondamentale par rapport à l'école, et je pense que peu se soucient de cette dérive institutionnelle qui est, disons, trop importante aujourd'hui. Pour autant, il est bien évident que, bon, voilà, on a le droit d'aller dans une école publique, d'aller dans une école privée ou d'être instruit à domicile. Hein, c'est le concept de liberté d'enseignement. Je crois qu'il faut défendre cette liberté. Pour autant, la liberté d'aller et venir, par exemple, est aussi fondamentale. Et moi, je dis souvent, eh bien, si on me finance ma course en taxi, je ne prendrai plus le métro. Et puis après, bien sûr, ce sera la disparition des services publics. Alors, pour revenir au concours Se construire citoyen, concours Samuel Paty, Se construire citoyen, il y a des noms qu'il est important de ne pas oublier, de ne pas gommer. Pour, alors, je tenais mal le micro, je pense. Voilà. Donc, pour revenir au concours Samuel Paty, Se construire citoyen, ou au projet comme celui de Florac autour de la charte de la laïcité, est-ce que vous pensez que ce type de projets qui font partie de ce qu'on peut appeler le positif de l'éducation nationale, est-ce que ces types de projets peuvent être généralisables partout? Parce que tu nous as bien dit territoire rural, peut-être un peu privilégié dans ce sens-là, et puis les problèmes dont on entend parler beaucoup, c'est les problèmes de quartier, c'est les problèmes urbains. Est-ce que ce que vous avez pu voir à la fois parmi les lauréats du concours et à la fois par ce que tu as mené, est-ce que c'est généralisable partout, quel que soit le lieu? Vas-y. Moi, je pense que oui. Il faut être. J'ai toujours eu tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je dis ça en plus parce que j'ai enseigné, j'ai eu la chance d'enseigner dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis aussi. Donc, oui, après, c'est le regard que l'on porte à tout cela. Je pense qu'il ne faut pas croire que dans un milieu hyper rural, il n'y a pas de problématique. Bien au contraire, parfois, il y a des freins qui ne sont pas toujours à proximité d'école, mais quand même. Et on arrive à faire des choses. Je pense qu'il faut remettre au cœur du sujet, au cœur de l'éducation nationale, le vivre ensemble. Ce qui fait nation, tous ensemble. Et je pense que si on met ça en place, on y arrivera. Alors ça va passer aussi par des moyens. Il ne faut pas se le cacher. Quand on fait sur l'expérience République, c'est 60 heures de théâtre pour les élèves. C'est un projet à hauteur de entre 15 et 20 000 euros. Voilà. Mais quand même, les élèves, en travaillant des compétences, et là aussi parce qu'il a fallu tout expliquer, des compétences transversales, c'est-à-dire on travaille sur des valeurs républicaines et laïques, mais on travaille les apprentissages fondamentaux. Quand on fait des décors, il faut utiliser les mathématiques. Quand on travaille sur un texte de Victor Hugo, on travaille la langue française, la littérature. Donc, toutes ces compétences transversales, on les travaille.
Et je crois que c'est aussi ça qui fait nation. C'est quelque part, comment voulez-vous évoquer toutes ces personnes, tous ces événements qui ont construit notre pays si elles sont très éloignées? Impossible. Comment là, il y a une identité qui se délite et qui se perd. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental de pouvoir mettre les moyens sur des actions qui permettent justement de se vivre ensemble. Et le fait de communiquer, de parler, d'échanger, d'exprimer, tout en respectant les personnes qui sont en face de vous, eh bien, ça fait nation. C'est ça qui fait nation. Et je pense qu'après, eh bien, on peut souvent pousser, bouger en tout cas, un certain nombre de frontières. Donc moi, j'y crois. Je pense que c'est pas, il faut, sinon on s'arrêterait tout de suite. Et c'est pas l'objectif. Et l'idée, c'est d'accompagner au mieux, et on le verra peut-être tout à l'heure dans le second degré, d'accompagner au mieux, en tout cas, les élèves. Et nous, il y a quelque chose que nous avons, c'est qu'on a les élèves du matin jusqu'au soir. Et c'est peut-être un modèle aussi sur lequel il faut s'inspirer. Hein, et ça, je le dis souvent parce que moi-même, j'ai pas toujours eu un parcours scolaire linéaire, et je me dis que dans le second degré, ça a été parfois très difficile pour moi. Et quand je suis aussi rentré dans l'éducation nationale, je me suis dit, je vais tout faire pour essayer en tout cas de gommer tout ce qui m'a chagriné et essayer d'apporter le bonheur que j'ai eu, de l'apporter à mes élèves. Et ça passe par quoi? Souvent, une rencontre, une dame, un monsieur enseignant qui vous donne le goût et qui vous valorise à sa juste valeur. Ça, je pense que c'est important, la valorisation. Et ensuite, eh bien, de vivre une aventure humaine tous ensemble. Et je crois que pour le mot République, eh bien, aujourd'hui, quand je vois les élèves qui ont été sur scène, on a un regard différent l'un de l'autre. C'est-à-dire, on se comprend sans forcément se parler. Donc, moi, j'y crois énormément. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses possibles. Encore faut-il que on ait le souhait de les faire, quoi. Oui, nous, DDEN, en fin de compte, voilà, on n'est pas acteur direct, mais on essaie d'accompagner, on essaie d'impulser, on essaie d'aider. C'est pour ça que moi, je vous sollicite, vous êtes des militants, des citoyens, eh bien, venez auprès des écoles, venez en tant que DDEN, c'est une fonction officielle. Et donc, dans cette fonction officielle, je crois qu'on a besoin justement de ces citoyens, de ce regard de la société, voilà, pour aider, accompagner l'école. Je crois que ça, c'est important. Et donc, vous pouvez le faire, c'est pas très chronophage. En fin de compte, on participe au conseil d'école, 3 conseils d'école dans l'année. On a nos réunions propres à l'organisation de notre fonction de DDEN, on a des formations, mais quand on est DDEN auprès d'une école, on peut être DDEN auprès de plusieurs écoles d'ailleurs, mais donc auprès d'une école, c'est 7 à 8 réunions de 2 heures par an, et je crois que c'est important, en fin de compte. Voilà, c'est important qu'on accompagne l'école et qu'on soit aussi, disons, engagé en tant que citoyen dans cette école. Cette école, en fin de compte, voilà, a une fonction essentielle justement pour la formation du citoyen. Et je crois que on a besoin de vous. Hein, et donc il y a, je fais un peu de pub là, et il y a à l'entrée donc un 4 pages qui présente notre fonction. Et donc, eh bien, vous pouvez postuler en fin de compte. Et puis, donc, avec un agrément pour 4 ans du DAZEN, hein, ou plutôt, moi, je préfère appeler donc cette fonction, disons, inspecteur d'académie. Et je crois que c'est important de venir, disons, et cette fonction, je vous dis, existe depuis 1833. Au départ, c'était des magistrats aux mœurs, mais aujourd'hui, cette fonction, elle évolue parce que, en réalité, eh bien, il y a une succession de séquences, en fin de compte, entre l'accueil avant l'école, la classe, qui est bien sûr sous la direction de l'enseignant, de l'enseignante. Il y a la pause méridienne, la restauration scolaire. Il y a ensuite la classe, et puis il y a l'après-classe. Et sachez que des élèves en banlieue passent certains près de 12 heures dans l'école.
près de 12 heures dans l'école, mais en fin de compte, eh bien, l'encadrement, il n'est pas suffisant, bien évidemment. Les enseignants n'habitent plus aujourd'hui dans l'école pour la plupart. Et donc, on a eu une évolution qui était, disons, importante parce que l'enseignant couvrait la totalité, disons, du temps où les élèves passaient dans l'école. Je crois que c'est une fonction relativement importante et ces différentes séquences, eh bien, ont besoin de coordination et on essaie d'assurer un peu ce type de fonction autour de l'école. Et je crois que c'est absolument essentiel aujourd'hui que il y ait, en plus des enseignants, une aide, disons, d'un certain nombre de citoyens. Merci Eddy. Alors dans la catégorie de ce que font les DDEN, vous avez pu voir en entrant quelques panneaux de l'exposition réalisée par les DDEN autour de qu'est-ce que c'est que la laïcité et la charte de la laïcité. Et puis je voudrais citer aussi ton livre, Eddy, l'ABC de la laïcité pour les jeunes. En tant qu'enseignante, je m'en suis pas mal servie aussi. Mais l'éditeur a fait faillite, en tout cas, bon, mais vous le retrouvez d'occasion. Voilà, certaines fois très cher d'occasion, plus cher qu'il était vendu neuf. Vous avez la parole, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On va faire passer un micro. Merci pour ces exposés. Merci, monsieur de Lozère, de Florac. Moi, j'ai vécu dans un logement de fonction, mes deux parents étant enseignants. Et il y avait au-dessus de chez nous Suzette Buisson, qui était de Lozère et qui est d'une famille d'enseignants. Moi, j'aimerais savoir, en tant que fille d'enseignant, avocate, mais enseignante en université moi-même, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'évolution de l'ouverture de l'école aux familles. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de nécessaire, qu'il faut poursuivre, ou est-ce que vous pensez que peut-être les familles sont un peu trop rentrées dans ce sanctuaire qu'est l'école et que parfois il y a des parents insupportables? Merci. J'ai toujours eu la chance d'entretenir d'excellentes relations avec les familles. Vraiment, que ce soit dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans le Cantal, en Lozère. Voilà mon parcours. Toujours entretenu d'excellentes relations. Relations de confiance. C'est important aussi le regard que l'on porte aux familles et les familles sur vous. Je pense que quand il y a de la confiance, inévitablement, ça enlève un certain nombre d'écueils, de difficultés. Voilà, expliquer. Les premières réunions de parents avec les parents sont essentielles. Savoir ce qui se fait dans la classe, savoir ce qui se fait dans l'établissement scolaire, le projet d'école, avec les axes qui sont bien définis. Alors parfois, ça peut paraître un peu en tout cas, loin, abstrait, mais je crois que le fait d'expliquer ce que l'on fait et la considération qu'on porte aux familles, ça change tout. Moi, y compris dans le département de la Lozère, j'ai beaucoup de familles qui ont été abîmées par l'éducation nationale. Des personnes qui ont gardé cette vision-là et qui viennent dans mon bureau et qui sont parfois même presque en pleurs, qui ont en tout cas les larmes aux yeux, pour me dire, mais moi, de toute façon, je dis à mon fils qu'on n'a pas besoin de travailler pour avoir un métier. Regardez, moi, j'ai été abîmé, finalement, j'ai fait mon parcours. Donc, il y a toute une discussion à avoir. Et cette relation de confiance, il faut la tisser ensemble. Ça prend du temps. Et cette année, on a un projet, justement, pour essayer d'ouvrir encore plus l'école. Et on avait fait passer une enquête. Et moi, je me suis dit, ils vont nous demander d'être encore plus dans les classes, peut-être. Enfin, je m'étais imaginé des tas de choses. Et finalement, les trois quarts des familles m'ont dit, mais monsieur Morin, votre école, elle est ouverte. On n'a pas besoin d'y aller plus parce que ce que vous faites, elle est déjà, au travers de ces différents projets,
on a accès à l'école par nos enfants et de cette ouverture-là. Donc, j'allais vous dire que effectivement, il y a peut-être dans certains endroits, c'est plus compliqué. Ça vient aussi, alors il y a peut-être autre chose aussi, c'est la stabilité des équipes enseignantes et de la communauté éducative. Je le souligne parce que moi, dans mon école, je n'ai pas ce genre de soucis, mais ça fait plus de 8 ans qu'on travaille ensemble et personne n'a envie de partir. Que ce soit de l'enseignante ou de la dame de service qui travaille pour la collectivité. Personne n'a envie de partir. On est tous identifiés avec nos qualités et nos défauts. Alors peut-être aussi que dans le moyen de communication, dans la façon d'aborder les choses, effectivement, comme on se connaît, c'est quand même bien mieux. Et la communication, elle est beaucoup plus importante. Donc il y a peut-être ça aussi à creuser, parce que je vois que souvent, en tout cas les établissements scolaires qui rencontrent quelques difficultés, c'est là où parfois des équipes enseignantes bougent assez. Et donc effectivement, parfois le fait de ne pas se connaître, on peut être aussi maladroit, et donc c'est moins propice à une communication efficiente. Je crois qu'il est important, en fin de compte, de réaliser ce que souhaitaient d'ailleurs, disons, ceux qui ont, disons, construit cette école, qu'il y ait une fonction tripartite, qu'il y ait dans cette école l'administration, qu'il y ait les collectivités, qu'il y ait aussi les enseignants, bien évidemment, et puis les parents, les usagers. Et je disais tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, les parents se présentent, disons, comme représentants exclusifs de leur enfant. Je crois qu'il faut aller au-delà, justement, qu'ils puissent aussi intégrer le fonctionnement global de l'école et représenter aussi l'ensemble des élèves de l'école. Je crois que c'est important. Et il y a quelques dizaines d'années, on avait, en fin de compte, des fédérations de l'éducation. On a aujourd'hui des organisations de plus en plus indépendantes. Je crois qu'il est important que les familles intègrent aussi cette fonction essentielle, institutionnelle de l'école, et qu'elle représente, en fin de compte, eh bien, déjà l'ensemble d'une classe et pas seulement leur enfant, voire l'ensemble de l'école et pas seulement leur enfant. Oui, bonjour. Je m'adresse au responsable d'établissement. On est impressionné, monsieur, par le travail que vous menez. En tout cas, je le suis. Des projets circulent, notamment parmi les législateurs, pour l'autonomisation des écoles, notamment la liberté du recrutement, etc. Visiblement, ça ne vous a pas gêné, vous, le statut actuel. Que pensez-vous de ces projets? Pensez-vous qu'ils sont nécessaires? Moi, ça fonctionne plutôt bien, donc je dirais, j'aime bien le système dans lequel on est quand même. Je suis très attaché à ce système-là. Le système de l'école primaire, du premier degré, fonctionne plutôt bien, voire même très bien. En plus, je trouve que on peut, ce que je disais tout à l'heure aussi à Véronique, c'est que on a une chance dans un département comme la Lozère de pouvoir expérimenter pas mal de choses. Ça serait bien d'ailleurs parfois quand on se demande si ça peut apporter un effet bénéfique à l'établissement scolaire, qu'on puisse expérimenter, parce que l'expérimentation, on en fait moins. C'est dommage, je trouve, parce qu'on pourrait parfois apporter des éléments qui marchent finalement ailleurs, et justement permettre à tout un chacun de vivre une scolarité apaisée. Donc sur l'autonomie, moi je crois que quand on est bien dans un établissement scolaire, on y reste, on essaie en tout cas de mettre beaucoup de convivialité. Je crois que ça c'est le maître mot aussi. Tout à l'heure on a parlé de plaisir pour les élèves, mais ce plaisir-là il doit être partagé, et partagé aussi avec la communauté éducative. Je pense que c'est aussi le regard que l'on porte aux personnes. J'y crois énormément, parfois peut-être un peu trop, parce que je suis vraiment dans l'affect avec les agents et avec les enseignants qui sont dans l'établissement scolaire, et ça marche plutôt bien, quoi. Donc, quand on a des difficultés, on se serre les coudes, et quand on a envie de faire des choses en commun, on les fait, on ne réfléchit pas trop, et on s'engage à fond pour le territoire. Et je pense que ça, c'est important. Donc, moi, le système, en tout cas, tel qu'il est proposé aujourd'hui, me convient bien. Voilà.
Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre l'autonomie pédagogique, qui est nécessaire, qui existe, et puis l'autonomie de gestion des établissements, parce que les écoles ne sont pas des entreprises. Bonjour, moi je vais rebondir sur ce que disait madame. Pendant 28 ans, j'ai été parent d'élèves, donc départementale dans le 77. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans la DDEN. Et moi, je voudrais revenir sur ce que madame disait. Je suis d'accord dans le sens où peut-être que certains trouvent que la place des parents ne sont pas dans les écoles. Mais sachez une chose, c'est que pour pouvoir aider tous ces enfants, quels qu'ils soient, dans leur situation dure, eh ben, on a besoin de savoir de certaines choses. On a besoin de partager des choses aussi avec les enseignants, apporter aussi une réponse, une frustration à certains parents. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai combattu. J'ai été dans les conseils de discipline. J'ai fait plein de choses, pas seulement que pour mes enfants, mais réellement pour tous les enfants. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, ils ne sont pas compris. Ils ont leur histoire. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, qui peuvent être mises de côté parce que la société le fait aussi. Et les réseaux sociaux aujourd'hui détruisent énormément ce côté-là où justement on est en train de découvrir, et ce n'était pas nouveau, tout ce qui se passe, du harcèlement, des menaces qui se font dans les établissements même. Et quand vous les soulevez, encore la semaine dernière, j'en ai soulevé 2 dans un établissement, dans un lycée, 77, je ne vais pas le nommer. Aujourd'hui, ces enfants-là qui sont dans l'inclusion, qui veut dire c'est des enfants handicapés, protégés, eh ben, ils souffrent par ce harcèlement, par des menaces de mort. Et on essaye de camoufler ça. Aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe dans les établissements. Et donc, quand on veut les soulever, eh ben, on est très mal vu, parce qu'on veut défendre. Elle est où le juste milieu? Où se trouve le juste milieu quand il y a besoin d'une vraie aide? Oui, moi, en tout cas, j'entends ce que vous dites sur les élèves qui relèvent du champ du handicap, parce que dans mon établissement scolaire, j'ai un dispositif ULIS, donc une école inclusive, hein, et une classe externalisée, un DITEP. Donc, on a aussi des élèves qui relèvent soit du champ du handicap, soit qui ont été bien abîmés par rapport à la vie qu'ils ont qu'ils ont en tout cas vécu étant jeunes. Mais il n'en demeure pas moins que je pense qu'avec de l'écoute, de l'attention et de la communication, on arrive à créer les conditions nécessaires pour en tout cas travailler main dans la main au bénéfice des élèves. Nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Je pense qu'effectivement, on est peut-être un peu moins nombreux que dans les établissements scolaires parisiens, donc c'est peut-être un peu plus facile pour nous, mais il n'en demeure pas moins qu'on soit dans le département de la Lozère ou dans le département de la Seine-et-Marne, l'écoute est quand même primordiale et l'attention particulière que l'on porte à la jeunesse et qui est dans nos établissements. Oui, Eh bien, je vais remercier nos 2 intervenants, Stéphane Morin et Eddy Caldi. Et puis, nous allons passer bientôt au second degré. C'est normal, on vieillit.